Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes, mais je vous promets que c'est quand même un sujet qui est fascinant. On va parler aujourd'hui de l'histoire des menstruations et de l'hygiène féminine. Pour réaliser cette recherche, je suis tombée sur un mémoire de maîtrise absolument passionnant qui s'intitule « Que le sang coule » et je le cite à plusieurs reprises dans la vidéo. Je vais le mettre en dessous justement de la vidéo pour que vous puissiez le consulter à votre tour parce qu'il faut absolument que vous y jetiez un œil si ce sujet-là vous intéresse. Les femmes constituent la moitié de l'humanité et ont des menstruations pendant une très grande partie de leur vie. Comment ça se fait qu'on en parle si peu? Premièrement, parce que les historiens, qui pendant longtemps ne comptaient que des hommes parmi leurs rangs, ne s'y sont pas intéressés. Mais aussi parce que les règles, même encore aujourd'hui, c'est franchement tabou. C'est comme si, de tous les temps, il avait toujours fallu cacher les traces de ce pouvoir incroyable qu'ont les femmes, c'est-à-dire donner la vie. Les menstruations ont toujours fait partie de la vie et les façons de s'en occuper sont apparues dès l'Antiquité, en fait, probablement même avant. Les Égyptiennes, par exemple, fabriquent des tampons à base de papyrus ramolli. Les femmes grecques, quant à elles, utilisent des compresses enroulées autour de morceaux de bois, ce qui ne devait pas être le plus grand des conforts. Mais avec la montée des religions monothéistes, on interdit graduellement aux femmes de s'insérer des objets dans le vagin. Le sang menstruel est aussi considéré comme une chose impure. Il est la preuve que le corps féminin est imparfait. Selon la chercheure Nesrine Bessaï, Aristote, par exemple, expliquait que le sang menstruel était le signe de l'infériorité de la femme. Son corps ne produisant pas assez de chaleur, elle est considérée incapable d'aller jusqu'au bout des transformations qui feraient du sang une semence. Les hommes de science pensent que c'est le sperme qui donne une âme à l'enfant, tandis que c'est du sang que provient sa chair. Au Moyen Âge, les femmes portent rarement des sous-vêtements, mais s'enrobent d'une tonne de tissus et de jupons qui sont suffisamment absorbants pour les règles. Il faut souligner que la médecine a longtemps présenté le corps des femmes comme étant problématique. C'est pourquoi les règles ont presque toujours été conçues comme un mal qui assiégeait le corps des femmes et qui, probablement, le rendait indisponible à la pénétration selon les messieurs médecins. C'est à la fin du 19e siècle qu'on voit apparaître la première serviette jetable. Celle-ci est composée d'étoffes de lin ajustées à l'aide d'épingles à couche. Elle est remplacée au début du 20e siècle par des fibres de coton. À l'époque, la médecine décrit le corps des femmes comme étant particulièrement délicat. L'utérus serait relié, dit-on, au système nerveux, ce qui rend les femmes plus sujettes à l'irritation et à l'émotivité. On pense aussi que le corps possède une quantité limitée d'énergie et que les ovaires et l'utérus des femmes consomment massivement cette énergie. Sans grande surprise, on croit aussi que le corps des femmes doit absolument servir à la procréation et on leur répète que si elles se mettent à étudier, leur utérus va s'atrophier car ce dernier et le cerveau ne peuvent pas croître en même temps. La compagnie Tampax invente le premier tampon jetable en 1934, mais il n'est accessible qu'aux femmes mariées parce qu'on pense qu'il peut faire perdre sa virginité, c'est-à-dire briser l'hymen, et ainsi déshonorer celle qui s'en insère un dans le vagin. Le tampon connaît toutefois un pic de popularité fulgurant pendant la Deuxième Guerre mondiale, car les femmes sont très présentes sur le marché du travail et n'ont pas toujours le temps d'aller gérer leurs règles quand elles sont à l'usine. La coupe menstruelle, quant à elle, aurait été inventée dès les années 30, mais on a peu d'indices à propos de son utilisation. C'est dans les années 1960, 1970 et 1980 que se perfectionne véritablement le marché de l'hygiène féminine et qu'on voit apparaître les serviettes jetables, des tampons qui ne font pas 15 cm de long et 5 cm de large et des solutions plus adaptées à la vie quotidienne. Mais même encore aujourd'hui, le discours médical tend à pathologiser les règles et beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une chose dégoûtante. Pourtant, les menstruations sont naturelles, ont toujours existé et arrivent à tous les mois pour la majorité des personnes qui ont un utérus. Dans la majorité des pays, les produits d'hygiène ne sont pas distribués gratuitement, ce qui cause beaucoup de problèmes pour les femmes en situation de pauvreté ou d'itinérance. Donc, c'était tout pour ce 14e épisode du Petit cours d'histoire féministe. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez savoir à propos de l'histoire des femmes au Québec ou ailleurs dans le monde, je vous invite à m'en faire part. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Et on se revoit la semaine prochaine pour un 15e épisode du Petit cours d'histoire féministe.